Je n'aurais jamais pensé que lors d'un dîner de Noël, mon propre fils m'humilierait de la manière la plus cruelle. Devant toute la famille, il me poussa violemment pour que son beau-père puisse prendre ma place à table. Ce qu'il n'imaginait pas, c'est que cette nuit-là marquerait un avant et un après dans sa vie. Le lendemain matin, 47 appels manqués l'attendaient, car les conséquences arrivent toujours quand on s'y attend le moins. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche, car chaque jour, nous partageons de nouvelles histoires. Likez cette vidéo et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous regardez. Je m'appelle Manuel Ortega Ruiz, j'ai 68 ans et j'ai consacré toute ma vie à construire un empire à partir de rien. Il y a 5 ans, j'ai perdu Rosa, mon épouse, et depuis, je croyais que mon fils Diego était ce que j'avais de plus précieux. Cependant, cette illusion s'est brisée la nuit du 24 décembre 2024. Je suis arrivé chez Diego, le cœur rempli d'espoir. J'avais apporté des cadeaux pour mes petits-enfants, Javier et Isabelle, ainsi qu'une bouteille de vin que j'avais gardée pendant des années pour une occasion spéciale. La maison était illuminée de lumière dorée et l'odeur de l'agneau embaumait l'air. Tout semblait annoncer une soirée parfaite. « Grand-père Manuel !» crièrent les enfants en courant vers moi. Javier, 15 ans, était déjà plus grand que moi, tandis qu'Isabelle, 12 ans, s'accrochait encore à mon cou comme lorsqu'elle était petite. Ces câlins sincères furent la seule authenticité que j'ai vécue cette nuit-là. Teresa, ma belle-fille, m'accueillit avec une politesse qui semblait feinte. Il y avait toujours quelque chose dans son regard qui me faisait me sentir observé, comme si elle mesurait chaque mot que je prononçais. « Quel plaisir que tu sois arrivé tôt, Manuel », me dit-elle. Diego sortit de la cuisine, mais son salut était distant et sans émotion. « Salut, papa, laisse ton manteau là », commenta-t-il comme si j'étais un simple invité. La table était dressée pour 8 personnes, bien que nous ne fussions que 6. « Attendons-nous quelqu'un d'autre ?» ai-je demandé en remarquant la place vide. « Oui, mon père arrivera dans un instant », répondit Teresa avec un sourire figé. Elle parlait d'Antonio Moreno Jiménez, un homme d'affaires de 72 ans qui avait été pendant des années mon concurrent silencieux. Dès son arrivée, l'attitude de Diego changea complètement. Serviable, attentif, presque révérencieux. « Don Antonio, quel honneur de vous avoir ici. Entrez donc, dit-il avec un enthousiasme qu'il n'avait jamais montré avec moi. Je me suis assis à ma place habituelle, à la tête de table, à côté de Diego, l'endroit que j'occupais depuis le décès de Rosa et depuis que les célébrations avaient lieu chez lui. Mais alors mon fils me regarda avec une froideur qui glaça mon sang. « Papa, j'ai besoin que tu te lèves. Cette place est pour Don Antonio. Je n'en revenais pas. Diego, c'est toujours été ma place. C'est mon droit dans cette famille. » Le silence emplit la pièce. Teresa baissa les yeux. Les enfants restèrent immobiles et Antonio observait en silence avec un mélange de gêne et de satisfaction. « Papa, ne complique pas les choses. Bouge !» répliqua Diego avec dureté. « Je ne comprends pas ce qui se passe ici. » ai-je réussi à dire jusqu'à ce que je sente soudain ses mains sur mes épaules. Diego me poussa avec une telle force que je tombai au sol devant tout le monde. Mon corps, déjà affaibli par mes 68 ans, ne supporta pas le coup et je m'effondrai sur le sol devant tous. Le silence qui suivit fut insupportable. Mes petits-enfants crièrent mon nom. Teresa se couvrit la bouche de ses mains et dans les yeux d'Antonio, je découvris quelque chose qui me glaça le sang, de la satisfaction. Depuis le sol, douloureux et humilié, j'entendis la sentence qui me déchira de l'intérieur. « Cette place est pour mon beau-père, lève-toi. » À cet instant, non seulement ma fierté fut brisée, mais aussi l'image que j'avais de mon fils. L'amour que j'avais ressenti pour lui toute ma vie s'effondra en un instant, comme un château de cartes. Les enfants m'aidèrent à me relever, le visage rempli de larmes et de confusion. « Je vais bien, ma petite » chuchotai-je à Isabelle en caressant ses cheveux, bien que la vérité fût tout autre. À l'intérieur, une tempête commençait à se déchaîner.
Diego s'assit calmement à table, tandis qu'Antonio prenait ma place comme si elle lui avait toujours appartenu. Teresa servit le dîner avec nervosité, évitant de me regarder. Je fus obligé de m'asseoir à une place secondaire, comme si j'étais un étranger dans ma propre famille. Pendant toute la soirée, j'observais comment Diego traitait Antonio avec une révérence qu'il ne m'avait jamais montrée. Teresa écoutait attentivement chaque mot de l'homme qui occupait maintenant ma place, et mes petits-enfants me regardaient avec tristesse, sans comprendre pourquoi leur père m'avait humilié ainsi. C'est à ce moment-là que je pris la décision qui allait changer le cours de tout. Le dîner se déroula sous une tension insoutenable. Chaque bouchée avait le goût de la trahison, et chaque rire partagé entre Diego et Antonio me transperçait comme des couteaux. Javier et Isabelle essayaient d'alléger l'atmosphère en parlant de leurs études, mais eux aussi remarquaient qu'un élément essentiel de la famille s'était brisé. J'essayais de retrouver un semblant de normalité. Javier a obtenu d'excellentes notes ce trimestre, commentai-je. Mais Diego, sans même me regarder, répondit froidement. « Ah, oui. Don Antonio, comment trouvez-vous l'agneau ?» C'était comme si j'étais devenu invisible. J'avais passé 42 ans à élever cet homme, à lui inculquer des principes et des valeurs, à lui donner tout ce que j'avais, et maintenant, il me traitait comme un intrus gênant à sa table. Lorsque le dîner se termina, je me levai discrètement en disant que j'allais aux toilettes. Personne ne répondit. Ils continuèrent avec leur brandy et leur conversation d'affaires, où, ironiquement, moi, le fondateur de l'entreprise familiale, n'était même pas pris en compte. Je marchais lentement jusqu'aux toilettes, fermais la porte et me regardais dans le miroir. Ce que je vis, ce fut un homme aux yeux rougis, non pas par la tristesse, mais par une colère glaciale qui se transformait en détermination. Je sortis mon téléphone et composai des numéros que je connaissais par cœur. Le premier appel fut pour Eduardo Ramirez Soto, mon avocat de confiance depuis 25 ans. « Manuel, c'est la veille de Noël. Qu'y a-t-il d'aussi urgent ?» demanda-t-il d'une voix endormie. « Eduardo, dès demain, je veux que tu prépares les documents pour révoquer tous les pouvoirs que Diego détient dans l'entreprise. »« Absolument tous, » répondis-je avec fermeté. Il y eut un silence à l'autre bout du fil. « Es-tu sûr? Cela signifierait... » « Je sais parfaitement ce que cela signifie. Annule également toutes les garanties à son nom. La maison, la voiture, les cartes de crédit, tout. Mon fils m'a montré qui il est vraiment. Maintenant, c'est mon tour de lui montrer qui je suis. » Le deuxième appel fut pour Carmen Vidal Herrera, ma comptable et directrice financière. « Carmen, je suis désolé de te déranger en cette période, mais j'ai besoin que demain tu bloques tous les comptes conjoints avec Diego et que tu suspendes son salaire et ses avantages en tant que cadre. »« Y a-t-il un problème légal, monsieur Manuel ?» demanda-t-elle, surprise. « Non, Carmen, je ne fais que récupérer ce qui a toujours été à moi, » répondis-je. Le troisième appel fut le plus décisif. Je composais le numéro de Rodrigo Fernandez Morales, ma main droite depuis les débuts de l'entreprise. « Rodrigo, désolé pour l'heure. Demain matin, j'ai besoin que tu retires toutes les affaires de Diego de son bureau. »« Vous voulez le renvoyer, patron ?» demanda-t-il avec prudence. « Exactement. Il n'est plus directeur exécutif. Dès demain, tu occuperas ce poste. Prépare une lettre de cessation immédiate. Motif justifié, perte totale de confiance. Compris? »« Oui, monsieur Manuel. Autre chose? »« Oui, dis-je d'une voix dure. Laisse un mot sur son bureau disant « Ce bureau n'est pas pour toi ». Je veux qu'il comprenne parfaitement ce que cela signifie. » Après ces appels, je restais quelques minutes de plus dans les toilettes, organisant dans mon esprit chaque étape que j'allais suivre. Je ne cherchais pas la vengeance, je désirais la justice. Pendant des décennies, j'avais consacré ma vie à construire un empire entrepreneurial, sacrifiant temps, énergie et moments personnels. J'avais travaillé 18 heures par jour pour offrir à ma famille une vie confortable. Et maintenant, mon propre fils me montrait que tous ces efforts ne méritaient même pas son respect le plus élémentaire. Je retournais dans la salle à manger avec un sourire tranquille qui cachait la tempête qui bouillonnait en moi.
La conversation entre les adultes continuait comme si j'étais invisible. Les marchés européens sont très instables, commenta Antonio en faisant tourner son verre de cognac. Exactement, répondit Diego, enthousiaste. C'est pourquoi nous pensons qu'une fusion entre nos entreprises serait très bénéfique. Le mot « fusion » me frappa comme un éclair. Il prévoyait d'unir mon entreprise, le fruit de toute ma vie, à celle d'Antonio sans même me consulter. « Fusion ?» demandai-je d'une voix mesurée, contrôlant chaque syllabe. Diego me regarda comme s'il avait oublié que j'étais toujours là. « Ah oui, papa. Don Antonio et moi avons parlé de nouvelles opportunités pour l'entreprise, » dit-il avec une arrogance que je n'avais jamais vue chez lui. « Techniquement, » répétai-je lentement, savourant le mot. « Tu es directeur exécutif. » Je vois. Antonio intervint d'une voix posée et calculée. « Manuel, tu dois comprendre que les affaires modernes exigent des idées fraîches. Diego a des propositions innovantes. »« J'en suis sûr, » répondis-je, gardant mon calme en apparence, tout en enregistrant chaque mot pour des comptes futurs à régler. Les enfants étaient déjà montés dans leur chambre après le dessert, ignorant du drame qui se déroulait. Teresa ramassait les assiettes de manière automatique, visiblement mal à l'aise, mais n'osant pas intervenir dans la conversation des hommes. « Je crois qu'il est temps que je m'en aille », annonçai-je finalement, me levant de la chaise latérale où on m'avait relégué. « Bien sûr, papa, repose-toi », répondit Diego sans lever les yeux de sa cigarette. Il ne prit même pas la peine de m'accompagner à la porte. C'est Javier qui descendit en courant les escaliers en m'entendant. « Tu pars déjà, grand-père ? Je pensais que tu resterais plus longtemps, comme toujours. »« Non, petit, ce soir j'ai des affaires importantes à régler, » répondis-je. Sa question sur le dîner me transperça le cœur. « Es-tu fâché par ce qui s'est passé ?»« Je ne suis pas fâché, Javier. Je suis déçu. Parfois, les déceptions nous enseignent les vérités les plus dures. Tu ne comprends pas maintenant, mon fils, mais tu comprendras bientôt. Souviens-toi, je t'aime énormément. » Je quittais la maison en me sentant étrangement libéré. L'air froid de décembre emplit mes poumons, tandis que je marchais vers ma voiture. Avant d'allumer le moteur, je pris le téléphone pour passer un dernier appel. Notaria Lopez. Je suis Manuel Ortega. Je suis désolé de vous déranger à la veille de Noël, mais j'ai besoin de modifier mon testament dès demain. C'est urgent, très urgent. Alors que je conduisais vers ma maison, un sourire commença à se former sur mon visage. Diego croyait contrôler la situation, mais il avait oublié un détail fondamental. C'était moi qui avais construit le plateau de jeu, et demain, il découvrirait les vraies règles. Je suis rentré chez moi vers minuit. Le sommeil était la dernière chose à laquelle je pensais. Alors que le reste de Madrid célébrait Noël, je me préparais pour la bataille la plus importante de ma vie. J'ai allumé toutes les lampes de mon bureau et étalé sur le bureau en chaîne les documents juridiques accumulés au cours de 4 décennies de travail. Ma première tâche fut d'examiner en détail les statuts et contrats de la société. Il me fallait confirmer ce que je soupçonnais déjà. Diego n'avait jamais eu de participation réelle dans l'entreprise. Sa fonction de directeur général dépendait uniquement de ma nomination et non d'un quelconque droit acquis. Toute son autorité était conditionnée à ma volonté et cette volonté venait de changer radicalement. Pendant que je passais en revue dossiers et classeurs, mon téléphone sonna. C'était Carmen, ma comptable. « Don Manuel, j'ai revu les comptes depuis notre dernière conversation. Il y a quelque chose d'urgent que vous devez savoir. »« Dites-moi, Carmen, » répondis-je. Diego a utilisé les garanties de l'entreprise pour des dépenses personnelles bien supérieures aux prévisions. L'hypothèque de l'appartement où il habite, 600 000 €, sa voiture de sport, 120 000 €, et les cartes de crédit d'entreprise totalisent plus de 200 000 € d'achats personnels. La nouvelle m'a frappé de plein fouet. Est-il en défaut de paiement? Plusieurs. Sans ces garanties, elles seront mises en œuvre immédiatement. Les banques commenceront les saisies dès demain si aucune autre garantie n'est présentée. Parfait. Annule toutes les garanties à l'aube, ordonnai-je d'une voix ferme.
Êtes-vous sûr, Seigneur Manuel? Cela ruinera sa situation financière, demanda Carmen. Oui, mon fils a détruit quelque chose de bien plus précieux, notre relation. Il apprendra que toutes les actions ont des conséquences. Après avoir raccroché, je continuais à consulter les papiers jusqu'à trouver ce que je cherchais, les contrats de travail de Diego. Ma société Ortega Construcciones SL versait à Diego un salaire mensuel de 8 000 €, en plus d'avantages comprenant voiture de fonction, assurance santé privée, frais de représentation et participation aux bénéfices annuels. Tout cela allait disparaître en l'espace de quelques heures. À 3 heures du matin, j'appelais Rodrigo. « Patron, je n'ai pas pu dormir en pensant à ce que vous m'avez demandé. Êtes-vous sûr de vouloir que je fasse cela? Rodrigo, après tant d'années de travail ensemble, me fais-tu confiance? » « Bien sûr, Don Manuel. Vous m'avez sorti de la pauvreté et m'avez offert des opportunités que je n'aurais jamais imaginées. Alors aie confiance en moi maintenant. » Diego a franchi une ligne sans retour. Va-t'en au bureau, retire toutes ses affaires personnelles et laisse cette note comme je te l'ai indiqué. S'il arrive pendant que tu le fais, je veux qu'il ressente ce que c'est de perdre sa place. À 4 heures du matin, j'examinais les états financiers des 5 dernières années, et ce que je découvris me remplit de colère et de déception. Diego avait détourné de petites sommes vers des comptes personnels pendant des années. Rien d'illégal à première vue, mais totalement immoral. Il utilisait les contacts de l'entreprise pour obtenir des contrats privés et percevait des commissions sans m'en informer. Cette nuit-là, il ne s'était pas seulement montré irrespectueux, il trahissait ma confiance de façon systématique depuis des années. À 5 heures, j'appelais Eduardo, mon avocat. « Manuel, je prépare les documents, mais cela aura des conséquences juridiques immédiates. Diego pourrait vous poursuivre pour licenciement abusif. Eduardo, j'ai des preuves de détournement de fonds, d'usage inapproprié des ressources de l'entreprise et de conflits d'intérêts non déclarés. Penses-tu qu'il osera aller en justice? » Je comprends. Les documents seront prêts pour 8 heures. Parfait. Prépare aussi les papiers pour transférer la propriété de l'appartement de la rue Serrano, inscrit au nom de Diego comme prêt familial. Je veux le récupérer. Qu'il apprenne à payer un loyer comme tout le monde. À 6 heures, en préparant le café, je reçus un message d'Isabelle, ma petite fille. « Grand-père, papa est très nerveux. Il n'a pas arrêté de téléphoner toute la nuit. Tout va bien? Tout ira bien, ma chérie. Ton grand-père t'aime beaucoup. » À 7 heures arriva le moment le plus satisfaisant de toute l'opération. J'appelais la Banque Centrale Hispano. « Ici Manuel Ortega Ruiz. Je dois annuler immédiatement toutes les garanties signées au nom de Diego Ortega Vasquez. Hypothèque, crédit, carte, tout. Monsieur Ortega, cela signifie que les paiements seront exécutés immédiatement, » répondit la voix au bout du fil. « Je le sais parfaitement. Procédez. Les documents seront prêts dans 1 heure. Il n'est pas nécessaire d'informer Diego. Il l'apprendra bien assez tôt. » À 8 heures, Eduardo arriva avec tous les documents prêts. Je signai chacun d'eux avec une détermination inébranlable. Révocation des pouvoirs exécutifs, annulation de l'autorité bancaire, cessation immédiate des fonctions dirigeantes, récupération des biens cédés en prêt familial. « Manuel, une fois que vous signez, il n'y a pas de retour en arrière, » dit Eduardo. « Il y a quelques heures, mon fils m'a poussé au sol devant mes petits-enfants pour donner ma place à un autre homme. Crois-tu qu'il y ait retour possible ? » Je signai le dernier document à 8h30 et à 9h, j'appelai Rodrigo pour confirmer que tout était prêt. « Patron, j'ai retiré toutes ses affaires, ordinateur, diplôme, même la plante de sa fenêtre. Tout est en carton dans l'entrepôt et la note est placée exactement au centre de son bureau. Parfait, laisse-le entrer normalement, qu'il découvre tout par lui-même. » À 9h30, je reçus la confirmation de Carmen. « Don Manuel, toutes les garanties ont été officiellement annulées. Les banques commenceront les saisies à partir de 10 heures.
À 10 heures, je m'habillais avec mon meilleur costume. Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où Diego Ortega Vázquez allait apprendre la véritable signification du mot « conséquence ». Je servis une dernière tasse de café et observai le lever du soleil depuis la fenêtre de mon bureau. Après une nuit blanche, je me sentais énergisé, sans trace de tristesse, seulement avec la clarté absolue de ce qui devait être fait. Mon téléphone était en silencieux, mais je voyais les notifications s'accumuler. Appels manqués, messages, emails. La tempête avait commencé. Diego était sur le point de faire face au pire jour de sa vie et j'étais prêt à voir comment il comprendrait enfin que sous-estimer son père avait été son erreur la plus coûteuse. Ce matin du 25 décembre, il se réveilla avec une étrange sensation dans l'estomac, un pressentiment que son esprit conscient ne pouvait encore comprendre. Teresa était déjà levée, préparant le petit déjeuner avec des gestes mécaniques. La maison dégageait une tension invisible que tout le monde percevait, mais que personne ne mentionnait. « As-tu bien dormi ?» demanda Teresa sans le regarder. « Bof !» répondit Diego, consultant son téléphone. Il avait 3 appels manqués de numéros inconnus, probablement des vendeurs de Noël. Ce qu'il ignorait, c'était que pendant qu'il prenait son petit déjeuner, plusieurs banques à Madrid avaient déjà lancé les protocoles de saisie. Les systèmes avaient automatiquement traité l'annulation des garanties durant les premières heures de la journée. À 10h15, il reçut le premier appel sérieux. « Monsieur Ortega Vázquez, ici Monica Castillo de la Banque Santander. Nous avons besoin que vous nous contactiez immédiatement au sujet de votre hypothèque. Que se passe-t-il? Mon hypothèque est à jour. Monsieur, la garantie principale de votre prêt a été annulée ce matin. Sans cette garantie, le prêt devient immédiatement exigible. Diego eut l'impression qu'on lui versait de l'eau glacée dessus. « Quelle garantie ?» demanda-t-il déconcerté. « La garantie signée par Manuel Ortega Ruiz. Sans cette garantie, vous devez rembourser la totalité de la dette ou nous procéderons à l'exécution hypothécaire. » L'appel se coupa, le laissant paralysé. Avant qu'il ne puisse réagir, le téléphone sonna à nouveau. Monsieur Diego Ortega, BBVA, département des risques. La ligne de crédit d'entreprise de Diego avait été suspendue à cause de l'annulation de ses garanties. Il devait se présenter immédiatement au bureau. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre appel arriva. Banco Popular l'informant que sa carte de crédit professionnelle était bloquée. Puis, CaixaBank notifia une procédure préventive de saisie. Et un autre appel du Banco Sabadell ordonnait une exécution immédiate. En seulement 15 minutes, Diego reçut 47 appels de banques, compagnies d'assurance, concessionnaires et fournisseurs. Son monde financier s'effondrait devant lui, tandis qu'il restait debout en pyjama dans la cuisine. Teresa le regardait horrifiée. « Que se passe-t-il, Diego? Pourquoi autant d'appels? Je ne sais pas. » murmura-t-il, bien qu'une terrible suspicion commençât à se former dans son esprit. Les mots de son père la nuit précédente résonnaient avec force. « Techniquement, je suis le directeur général. » À 11 heures, il décida de se rendre immédiatement à l'entreprise. Il devait comprendre ce qui se passait et surtout récupérer l'accès aux ressources de l'entreprise pour gérer cette crise inattendue. Il conduisit sa BMW série 7 dans les rues désertes d'un Madrid de Noël, sans savoir que ce serait l'une des dernières fois qu'il prendrait le volant. Le concessionnaire avait déjà reçu l'ordre de récupérer le véhicule pour non-paiement du leasing. Il arriva au bâtiment d'Ortega Construcciones à 11h30. Le gardien de sécurité le salua normalement, sans montrer qu'il se passait quelque chose de différent. Diego monta en ascenseur jusqu'au 5e étage où se trouvait son bureau de directeur général. En sortant, il remarqua quelque chose d'étrange. Rodrigo Fernandez était assis derrière son bureau, examinant des documents appartenant clairement aux archives exécutives. « Rodrigo, que fais-tu dans mon bureau ?» Rodrigo le regarda avec une expression à la fois gênée et ferme. « Bonjour, Diego. » « Eh bien, ce n'est plus ton bureau.
Comment ça, ce n'est plus mon bureau? Demanda Diego, incrédule. Lis la lettre qui est sur le bureau. Diego s'approcha et vit un mot écrit à la main avec l'écriture inconfondable de son père, placé exactement au centre du bureau. Ce bureau n'est pas pour toi. Les mots le frappèrent comme des coups de poing. C'était la même phrase que son père avait utilisée la veille, mais maintenant, elle lui était directement adressée. Il sentit ses jambes fléchir. « Rodrigo, ça doit être une blague. »« Ce n'est pas une blague, Diego. Don Manuel m'a nommé directeur général ce matin. Tu as 5 minutes pour récupérer tes affaires dans l'entrepôt et quitter le bâtiment. »« C'est impossible. Je suis le directeur général. J'ai travaillé des années à construire cette entreprise aux côtés de mon père. » « Ce n'est plus le cas, Diego. Les documents sont archivés officiellement. Cause justifiée, perte de confiance et conflit d'intérêts. » Diego essaya d'appeler son père, mais Rodrigo lui tendit une enveloppe scellée. « Don Manuel m'a demandé de te remettre ceci. » Les mains tremblantes, Diego ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre dactylographiée avec le papier A en tête de l'entreprise. « Diego, les conséquences de nos actes arrivent parfois quand on s'y attend le moins. La nuit dernière, tu m'as montré que ma place dans ta vie n'existe plus. Aujourd'hui, je t'apprends que ta place dans mon entreprise non plus. Tu as jusqu'à midi pour évacuer toute propriété à mon nom, l'appartement de Serrano, la voiture, tout. Apprends à vivre avec tes propres moyens, comme tu aurais dû le faire il y a des années. Ne me cherche pas. Ne m'appelle pas, n'essaie pas d'intermédiaire. Cette décision est définitive et irrévocable. Ton père qui ne te reconnaît plus, Manuel Ortega Ruiz. » Diego lut la lettre 3 fois avant d'en comprendre pleinement le sens. Ce n'était pas seulement son poste, c'était tout. Maison, voiture, style de vie, sécurité économique. Tout avait disparu en une seule matinée. À 9h30, je reçus la confirmation de Carmen. Don Manuel, toutes les garanties ont été officiellement annulées. Les banques commenceront les saisies à partir de 10h. À 10h, je m'habillais avec mon meilleur costume. Ce n'était pas un jour ordinaire. C'était le jour où Diego Ortega Vázquez allait apprendre la véritable signification du mot « conséquence ». Je servis une dernière tasse de café et observai le lever du soleil depuis la fenêtre de mon bureau. Après une nuit blanche, je me sentais énergisé, sans trace de tristesse, seulement avec la clarté absolue de ce qui devait être fait. Mon téléphone était en silencieux, mais je voyais les notifications s'accumuler, appels manqués, messages, emails. La tempête avait commencé. Diego était sur le point de faire face au pire jour de sa vie, et j'étais prêt à voir comment il comprendrait enfin que sous-estimer son père avait été son erreur la plus coûteuse. Ce matin du 25 décembre, il se réveilla avec une étrange sensation dans l'estomac, un pressentiment que son esprit conscient ne pouvait encore comprendre. Teresa était déjà levée, préparant le petit déjeuner avec des gestes mécaniques. La maison dégageait une tension invisible que tout le monde percevait, mais que personne ne mentionnait. « As-tu bien dormi ?» demanda Teresa sans le regarder. « Bof !» répondit Diego, consultant son téléphone. Il avait 3 appels manqués de numéros inconnus, probablement des vendeurs de Noël. Ce qu'il ignorait, c'était que pendant qu'il prenait son petit déjeuner, plusieurs banques à Madrid avaient déjà lancé les protocoles de saisie. Les systèmes avaient automatiquement traité l'annulation des garanties durant les premières heures de la journée. À 10h15, il reçut le premier appel sérieux. « Monsieur Ortega Vázquez, ici Monica Castillo de la Banque Santander. Nous avons besoin que vous nous contactiez immédiatement au sujet de votre hypothèque. » « Que se passe-t-il ? » ?»« Mon hypothèque est à jour. »« Monsieur, la garantie principale de votre prêt a été annulée ce matin. Sans cette garantie, le prêt devient immédiatement exigible. » Diego eut l'impression qu'on lui versait de l'eau glacée dessus. « Quelle garantie ?» demanda-t-il, déconcerté. « La garantie signée par Manuel Ortega Ruiz. Sans cette garantie, vous devez rembourser la totalité de la dette ou nous procéderons à l'exécution hypothécaire. » L'appel se coupa, le laissant paralysé. Avant qu'il ne puisse réagir, le téléphone sonna à nouveau.
Monsieur Diego Ortega, BBVA, département des risques. La ligne de crédit d'entreprise de Diego avait été suspendue à cause de l'annulation de ses garanties. Il devait se présenter immédiatement au bureau. Avant qu'il ne puisse réagir, un autre appel arriva. Banco Popular l'informant que sa carte de crédit professionnel était bloquée. Puis CaixaBank notifia une procédure préventive de saisie. Et un autre appel du Banco Sabadell ordonnait une exécution immédiate. En seulement 15 minutes, Diego reçut 47 appels de banque, compagnies d'assurance, concessionnaires et fournisseurs. Son monde financier s'effondrait devant lui, tandis qu'il restait debout, en pyjama dans la cuisine. Teresa le regardait, horrifiée. « Que se passe-t-il, Diego? Pourquoi autant d'appels ?»« Je ne sais pas, » murmura-t-il, bien qu'une terrible suspicion commençât à se former dans son esprit. Les mots de son père, la nuit précédente, résonnaient avec force. « Techniquement, je suis le directeur général. » À 11 heures, il décida de se rendre immédiatement à l'entreprise. Il devait comprendre ce qui se passait et surtout récupérer l'accès aux ressources de l'entreprise pour gérer cette crise inattendue. Il conduisit sa BMW série 7 dans les rues désertes d'un Madrid de Noël, sans savoir que ce serait l'une des dernières fois qu'il prendrait le volant. Le concessionnaire avait déjà reçu l'ordre de récupérer le véhicule pour non-paiement du leasing. Il arriva au bâtiment d'Ortega Construcciones à 11h30. Le gardien de sécurité le salua normalement, sans montrer qu'il se passait quelque chose de différent. Diego monta en ascenseur jusqu'au 5e étage où se trouvait son bureau de directeur général. En sortant, il remarqua quelque chose d'étrange. Rodrigo Fernandez était assis derrière son bureau, examinant des documents appartenant clairement aux archives exécutives. « Rodrigo, que fais-tu dans mon bureau ?» Rodrigo le regarda avec une expression à la fois gênée et ferme. « Bonjour Diego. Eh bien, ce n'est plus ton bureau. »« Comment ça, ce n'est plus mon bureau ?» demanda Diego, incrédule. « Lisse la lettre qui est sur le bureau. » Diego s'approcha et vit un mot écrit à la main avec l'écriture inconfondable de son père, placé exactement au centre du bureau. « Ce bureau n'est pas pour toi. » Les mots le frappèrent comme des coups de poing. C'était la même phrase que son père avait utilisée la veille, mais maintenant elle lui était directement adressée. Il sentit ses jambes fléchir. « Rodrigo, ça doit être une blague. » « Ce n'est pas une blague, Diego. Don Manuel m'a nommé directeur général ce matin. Tu as 5 minutes pour récupérer tes affaires dans l'entrepôt et quitter le bâtiment. C'est impossible. Je suis le directeur général. J'ai travaillé des années à construire cette entreprise aux côtés de mon père. Ce n'est plus le cas, Diego. Les documents sont archivés officiellement. Cause justifiée, perte de confiance et conflit d'intérêts. Diego essaya d'appeler son père, mais Rodrigo lui tendit une enveloppe scellée. « Don Manuel m'a demandé de te remettre ceci. » Les mains tremblantes, Diego ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre dactylographiée avec le papier à en-tête de l'entreprise. « Diego, les conséquences de nos actes arrivent parfois quand on s'y attend le moins. La nuit dernière, tu m'as montré que ma place dans ta vie n'existe plus. Aujourd'hui, je t'apprends que ta place dans mon entreprise non plus. Tu as jusqu'à midi pour évacuer toute propriété à mon nom, l'appartement de Serrano, la voiture, tout. Apprends à vivre avec tes propres moyens, comme tu aurais dû le faire il y a des années. Ne me cherche pas, ne m'appelle pas, n'essaie pas d'intermédiaire. Cette décision est définitive et irrévocable. Ton père qui ne te reconnaît plus, Manuel Ortega Ruiz. » Diego lut la lettre 3 fois avant d'en comprendre pleinement le sens. Ce n'était pas seulement son poste, c'était tout. Maison, voiture, style de vie, sécurité économique, tout avait disparu en une seule matinée. « Rodrigo, tu dois m'aider. Tu connais mon père. C'est une folie. »« Non, Diego, c'est définitif. J'ai vu ce que tu as fait hier soir. Ma femme était indignée quand je le lui ai raconté. Don Manuel est juste, mais aussi impitoyable. Quand il prend une décision, il n'y a pas de retour en arrière. Mais je suis son fils, son seul fils. Tu étais son fils. Hier soir, tu as choisi d'être autre chose. » Diego sortit de l'immeuble comme un somnambule. Dans le parking, il vit une dépanneuse en train d'embarquer sa BMW.
Le conducteur lui montra l'ordonnance judiciaire de récupération pour impayé. « Attendez, il doit y avoir une erreur. »« Non, monsieur. Le leasing est arrivé à échéance et sans garantie. Le véhicule sera récupéré immédiatement. » Il dut marcher jusqu'à la station de métro la plus proche, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années. Pendant le trajet, son téléphone n'arrêtait pas de sonner. Banque, créanciers, fournisseurs, tous exigeant des paiements immédiats. Son monde s'effondrait à une vitesse vertigineuse. Lorsqu'il arriva enfin à son appartement, il trouva Teresa en train de pleurer sur le canapé, une notification judiciaire à la main. « Diego, nous n'avons que 24 heures pour quitter la maison. Ils vont exécuter l'hypothèque. »« Quoi ?» demanda-t-il, incrédule. « Ton père a annulé toutes les cautions. Nous devons 600 000 € que nous n'avons pas. » Diego s'affaissa sur une chaise, vaincu. En moins de 12 heures, il avait perdu son emploi, sa voiture, son logement et toute stabilité financière. Mais le plus douloureux était qu'il avait aussi perdu son père. Les mots qu'il avait prononcés la veille résonnaient maintenant comme une condamnation. « Cet endroit appartient à mon beau-père. Dehors. » Maintenant, c'était lui qui était exclu de tout. Il passa les 2 heures suivantes à essayer d'assimiler l'ampleur du désastre. Teresa, entre larmes et reproches, emballait frénétiquement les biens les plus précieux, tentant de sauver ce qu'il pouvait avant l'expulsion. « C'est de ta faute !» criait-elle en mettant des bijoux dans une valise. « Comment as-tu pu être aussi stupide? Pousser ton propre père devant les enfants ?»« Teresa, calme-toi, on peut arranger ça. J'ai juste besoin de lui parler. » Essaya Diego de la calmer. « Parlez, Diego. On nous a tout pris. La maison, la voiture, ton travail. Que allons-nous dire à mes parents ?» La question le frappa comme un coup de poing. Antonio Moreno, son beau-père, avait été témoin de l'humiliation que Diego avait infligée à Manuel. Pour Antonio, le respect familial et la dignité patriarcale étaient sacrés. Les mains tremblantes, Diego composa le numéro de son beau-père, cherchant un soutien, un allié, quelqu'un qui intercède pour lui. « Antonio, c'est Diego. J'ai besoin de te parler d'urgence. » La voix qui répondit fut froide et tranchante. « Diego, j'attendais ton appel. Il s'est passé quelque chose de terrible. Mon père a perdu la raison. Il m'a tout pris pour une dispute familiale sans importance. J'ai besoin de ton aide. » Un silence glacial suivit. Une dispute sans importance. « Tu viens de dire ça ?» répondit Antonio avec fermeté. « Non, Diego, je ne le crois pas, car jamais tu ne manquerais de respect à mon père de la manière dont tu l'as fait hier soir. » Diego sentit la panique le consumer. « Antonio, s'il te plaît, Teresa et les enfants ont besoin de stabilité. Je sais que tu peux comprendre. Ce que je comprends parfaitement, c'est que j'ai été témoin d'un homme de 42 ans humiliant publiquement le père qui lui a tout donné. J'ai vu comment tu as poussé Manuel à terre pour me laisser un siège que je n'avais jamais demandé ni voulu. Je pensais que tu apprécierais ce geste de respect. Le respect, Diego. Le respect ne se construit pas en manquant de respect aux autres, et encore moins à ton propre père. » Diego entendait le mépris croissant dans la voix d'Antonio. Son dernier recours s'évanouissait devant ses yeux. « Antonio, nous sommes une famille. Teresa est ta fille. Les enfants sont tes petits-enfants. »« Exactement. Et c'est pourquoi je ne peux pas permettre qu'ils grandissent en pensant que ce comportement est acceptable. Teresa et les enfants auront toujours mon soutien, mais toi, Diego, tu as montré que tu n'es pas fiable. » « Que veux-tu dire ? Qu'un homme capable de trahir son propre père est capable de trahir n'importe qui. Il n'y aura aucun soutien financier, aucun emploi dans mes entreprises, ni refuge chez moi. » Diego sentit ses jambes se dérober. « Tu ne peux pas être sérieux. Je n'ai jamais été aussi sérieux de ma vie. De plus, j'ai décidé de contacter Manuel pour lui présenter des excuses personnelles d'avoir été témoin involontaire de ton comportement déplorable. » Tu vas t'excuser auprès de lui ? Bien sûr, un homme de son calibre ne méritait pas cette humiliation, surtout devant sa famille. Et je vais aussi lui faire une proposition de partenariat commercial. Les mots d'Antonio frappèrent Diego comme des coups de marteau.
Non seulement il avait perdu le soutien de son beau-père, mais maintenant, Antonio s'alignait directement avec son père. « Antonio, s'il te plaît, reconsidère. »« J'ai déjà réfléchi, Diego. Ma conclusion est claire. Manuel Ortega est le type d'homme avec qui je veux faire des affaires. » L'appel se coupa, laissant Diego avec le téléphone mort dans la main. Teresa, qui avait écouté toute la conversation depuis la porte, était pâle et sans voix. « Mon père ne nous aidera pas, » murmura-t-elle. « Non, que va-t-on faire, Diego? Où allons-nous vivre? Les enfants ont l'école et moi mon travail. »« Je ne sais pas, Teresa. Je ne sais tout simplement pas, » répondit-il, abattu. À cet instant, Javier et Isabelle descendirent les escaliers, alertés par les cris et le désordre de valises et de cartons. « Que se passe-t-il » demanda Javier, avec l'inquiétude d'un adolescent qui sent que son monde vient de basculer. « Pourquoi maman pleure-t-elle » ajouta Isabelle d'une voix tremblante. Diego les regarda et ressentit une pointe de honte plus intense que toute autre émotion qu'il ait jamais connue. Comment allait-il leur expliquer que, par sa fierté et sa maladresse, toute la stabilité de sa famille venait de s'évaporer? « Les enfants, il faut qu'on parle », commença Teresa d'une voix brisée. « C'est à cause de ce qui s'est passé hier soir avec grand-père » demanda Javier directement. La question, simple et directe, montrait que même les adolescents avaient compris la gravité des faits mieux que lui-même. « Oui, mon fils, c'est pour cela, » admit Diego. « Papa, pourquoi as-tu poussé grand-père » dit Isabelle, les larmes aux yeux. Diego ne trouva pas de réponse. Les mots restaient coincés dans sa gorge. « Grand-père nous aime beaucoup » continua Isabelle. « Il nous apporte toujours des cadeaux et nous raconte des histoires. Pourquoi as-tu été méchant avec lui ?»« Je pensais, » balbutia Diego. « Tu pensais quoi, papa ?» insista Javier. « On aurait dit que tu le détestais. »« Je ne le déteste pas, mais tu l'as traité comme si c'était le cas, » répliqua Javier avec une maturité déchirante. « Et maintenant il doit nous haïr, nous aussi. »« Non, mon fils, il vous aime, il ne vous ferait jamais de mal, » tenta de les rassurer Diego. « Alors pourquoi ne pouvons-nous pas rester à la maison? Pourquoi maman emballe-t-elle tout ?» Diego s'effondra sur le canapé, vaincu. Ses propres enfants le jugeaient, et ils avaient raison. Il reconnut enfin qu'il avait commis une énorme erreur, une erreur qui allait changer leur vie à jamais. « Peux-tu demander pardon à grand-père » demanda Isabelle avec l'innocence de celle qui croit encore que les problèmes des adultes peuvent se résoudre par de sincères excuses. « Il est trop tard pour ça, petite » murmura-t-il, résigné. Teresa s'assit à côté de lui pour la première fois de la journée. Sa voix ne contenait pas de reproche, mais une profonde tristesse. « Diego, tu dois comprendre quelque chose. Les enfants et moi allons chez mes parents. »« Quoi ? Je ne peux pas rester avec toi après ça. Je ne peux pas être avec quelqu'un capable d'humilier son propre père de cette manière. »« Teresa, nous sommes une famille. »« Non, Diego. Une famille se construit sur le respect et les valeurs. Hier soir, tu as montré que tu en manquais. » Diego regarda sa femme, ses enfants, les valises et les documents d'expulsion sur la table. En à peine 24 heures, il avait détruit toute sa vie pour un moment de stupidité orgueilleuse. Et le pire, son père avait raison. Les conséquences étaient dévastatrices, bien plus qu'il ne l'avait imaginé. L'après-midi du 25 décembre devint la plus longue et la plus douloureuse de sa vie. Pendant que Teresa emballait minutieusement les affaires des enfants, Diego cherchait désespérément une solution à sa crise financière. Ses comptes bancaires étaient gelés à cause des dettes en cours, sa carte principale bloquée, et le distributeur automatique lui refusa même 50 € de son compte personnel. Il ne lui restait que 300 € en espèces, tout ce qui lui restait de sa vie financière précédente. « Où vas-tu dormir ce soir ?» demanda Teresa en fermant la dernière valise des enfants. « Je ne sais pas. Peut-être dans un hôtel bon marché, le temps de me réorganiser, » répondit Diego. « Regarde-moi, » l'interrompit Teresa. « Tu crois vraiment pouvoir te réorganiser après ça ? Ton père n'agit pas sur un coup de tête. Tout est calculé pour être permanent. »
C'est mon père, Teresa. Il finira par me pardonner, comme tu l'as fait avec lui quand il commettait des erreurs. Ah, attends. Il ne faisait jamais d'erreur avec toi. Il a toujours été parfait, généreux et compréhensif. Et voilà comment tu lui as rendu l'appareil, dit Teresa, avec une vérité plus tranchante que n'importe quel reproche. Manuel avait été un père exemplaire, et Diego avait répondu par l'ingratitude et le mépris. À 6 heures du soir, arriva le camion de déménagement que Teresa avait loué pour transporter leurs affaires chez ses parents. Les enfants, silencieusement tristes, surveillaient le transfert de leurs jouets et meubles. « Papa, tu viens avec nous ?» demanda Isabelle en portant son vélo rose. « Non, ma chérie, papa doit d'abord régler quelques problèmes. »« Quand les réglera-t-il » Teresa le regarda avec l'expression de années de déception accumulées. « Nous ne savons pas, Isabelle. » Javier, plus direct, confronta son père sans détour. « Papa, vas-tu te retrouver sans maison à cause de ce que tu as fait à grand-père ?»« C'est plus compliqué que ça, mon fils. »« Ça ne me semble pas compliqué, » répliqua Javier avec la clarté d'un adolescent qui voit la réalité telle qu'elle est. « Tu as été cruel avec lui et maintenant il agit avec la même cruauté envers toi. C'est comme à l'école. Si tu frappes quelqu'un, tu reçois une punition. » dit Javier avec une brutalité simple, montrant qu'un adolescent comprenait mieux la relation de cause à effet que Diego. À 7 heures du soir, Teresa eut terminé d'emballer toutes ses affaires et celles des enfants. La maison, qui quelques heures plus tôt avait été leur foyer familial, semblait maintenant un coquillage vide, avec à peine les meubles de base appartenant à l'immeuble. « Diego, j'ai besoin que tu signes ces documents, » dit Teresa en lui tendant un dossier contenant des papiers légaux qu'elle avait préparés pendant qu'il cherchait des solutions financières impossibles. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Séparation temporaire des biens et garde provisoire des enfants. Mon avocat les a préparés cet après-midi. » Diego sentit un poignard lui traverser l'estomac. « Tu es déjà allé voir un avocat ? » « Bien sûr, tu croyais que j'allais attendre pour voir jusqu'où tu allais tomber ? Je dois protéger les enfants. »« Teresa, c'est extrême. »« Extrême pourquoi, Diego ? Pour trouver un autre père riche que tu pourrais trahir ? Pour te gagner la faveur d'un autre beau-père en humiliant ta propre famille ? Ce n'est pas juste. Tu sais ce qui est vraiment injuste ? Que mes enfants aient vu leur père se comporter comme un sauvage avec leur grand-père. Après 15 ans de mariage, je découvre que mon mari est capable d'une telle cruauté. » Les mains tremblantes, Diego signa les papiers. Il n'avait pas d'autre choix. Sans ressources, sans emploi, sans maison, il ne pouvait offrir de stabilité à personne. « Les enfants pourront te rendre visite le week-end lorsque tu auras un logement adéquat, » l'informa Teresa en rangeant les documents signés. « Quand ? Quand tu montreras que tu es à nouveau quelqu'un de fiable, si jamais tu y arrives. » À 8 heures du soir, Diego se retrouva seul dans une maison vide qui ne lui appartenait plus, avec 300 € en espèces et une valise de vêtements basiques. Le reste de ses affaires était dans des cartons sous la garde de Rodrigo, dans l'entrepôt de l'entreprise. Il sortit dans la rue et erra sans but dans les rues décorées pour Noël de Madrid. Les familles heureuses se promenaient, les enfants couraient avec de nouveaux jouets, les couples s'embrassaient pour se réchauffer et lui semblaient n'avoir aucun endroit où retourner. Finalement, il trouva un hôtel bon marché près d'Atocha, où il paya une chambre pour 3 nuits avec 200 €. Il lui restait 100 € pour la nourriture et le transport. La chambre était petite, avec un lit simple, une salle de bain minuscule et une fenêtre donnant sur une ruelle sombre. Il s'assit sur le lit et contempla l'ampleur de sa chute personnelle. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Diego Ortega ?» dit une voix à l'autre bout du fil. « Ici Marcos Delgado, du cabinet Delgado et Associés. Votre père m'a engagé pour vous notifier que toute tentative de contact, direct ou indirect, avec lui sera considérée comme du harcèlement. » Quoi ? Don Manuel a été très clair. Il ne souhaite recevoir ni appel, ni message, ni visite, ni intermédiaire de votre part. Toute violation de cette instruction entraînera une ordonnance de restriction judiciaire. C'est mon père, monsieur Ortega. Légalement, Don Manuel a le droit de décider avec qui il entretient des relations.
Sa décision est définitive. L'appel se termina et Diego comprit que son père ne l'avait pas seulement puni financièrement, mais avait supprimé toute possibilité de réconciliation. Il se regarda dans le miroir de la salle de bain de l'hôtel. L'homme qui lui renvoyait son regard semblait avoir vieilli de 10 ans en une seule journée. Cernes profondes, barbe négligée, vêtements froissés. C'était exactement ce qu'il était. Quelqu'un qui avait tout perdu à cause de sa propre stupidité. Cette nuit-là, alors qu'il tentait de dormir dans un lit inconnu, Diego repassa mentalement les dernières 24 heures qui avaient complètement transformé sa vie. Il y a à peine 2 jours, il était directeur exécutif d'une entreprise prospère. Avant, Diego vivait dans un appartement luxueux et conduisait une voiture de sport. Il avait une famille stable et jouissait du respect de sa communauté. Maintenant, il se retrouvait sans maison, sans emploi, sans famille, sans ressources et sans avenir clair. Tout cela à cause d'un instant de vanité qui avait duré moins d'une demi-minute. Les mots qu'il avait prononcés résonnaient dans son esprit comme une condamnation. « Cet endroit appartient à mon beau-père, dehors. » Maintenant, c'était lui qui était complètement dehors. 3 jours après le désastre de Noël, alors que Diego tentait d'assimiler sa nouvelle réalité dans la petite chambre de l'hôtel, il reçut un appel inattendu qui changea sa perspective. « Papa » dit la voix de Javier, tremblante et pleine d'émotion. « J'ai besoin de te raconter quelque chose d'important. Grand-père est venu nous voir. » Le cœur de Diego s'accéléra. Manuel, hier après-midi, maman n'était pas là. Elle était sortie faire des courses. Grand-père Antonio nous a reçus dans le salon principal, comme si nous étions des invités d'honneur. « Que s'est-il passé ?» demanda Diego. Il n'avait jamais vu son père aussi triste. Mais il semblait aussi différent, plus ferme, comme lorsqu'il prenait des décisions importantes à l'entreprise. Diego ferma les yeux et imagina la scène. Manuel affrontant la... « Il a demandé à Isabelle et à moi de nous asseoir avec lui, » continua Javier. « Il nous a expliqué que ce qui t'était arrivé n'avait rien à voir avec nous et qu'il nous aimait comme toujours. Qu'a-t-il dit d'autre ? Que les adultes prennent parfois des décisions aux conséquences graves, mais que nous, les paroles de Manuel montraient le type d'homme qu'il était. Même au milieu de la douleur et de la déception, il protégeait les enfants pour qu'ils ne soient pas mêlés aux conflits des adultes. Isabelle demanda s'il était fâché contre eux, et Javier dit que son grand-père avait assuré qu'il ne pourrait... « Et maman, comment a-t-elle réagi ? Elle était très nerveuse. Je crois qu'elle craignait que grand-père Manuel lui reproche ce que tu avais fait. Mais il a été poli et lui a dit qu'il comprenait sa décision de se séparer de toi. » Diego ressentit une autre pointe de douleur. Son père ne l'avait pas seulement puni, il validait aussi les décisions de ceux qui l'avaient abandonné. « Papa, pourquoi as-tu été si cruel avec grand-père ?» La question directe de son fils l'obligea à affronter une vérité qu'il avait évitée. Il n'y avait aucune justification à son comportement. « Fils, je croyais faire ce qu'il fallait. Je pensais qu'il était important de montrer du respect à grand-père Antonio. Mais papa, montrer du respect à quelqu'un ne signifie pas manquer de respect. » La lucidité de son fils le frappa comme une révélation. Un enfant comprenait le respect de base que lui, à 42 ans, avait complètement ignoré. « Tu as raison, Javier. J'ai commis une erreur terrible. Peux-tu réparer ça ? » « Je ne sais pas, fils. Ton grand-père est très blessé. Mais toi aussi, n'est-ce pas ? Maman dit que tu as perdu ton travail et ta maison. Les as-tu perdus ou on te les a prises en punition ? Encore une fois, la perspective brutale d'un adolescent, les conséquences n'étaient pas le fruit du hasard, mais le résultat direct de ses actions. On me les a prises en punition, fils, comme quand on te retire la PlayStation. Exactement comme ça. Et tu crois que tu le méritais ? Diego se tut. C'était la première fois que quelqu'un lui posait une question aussi... « Oui, Javier, je crois que je le méritais. Alors peut-être que grand-père n'est pas cruel avec toi, mais juste. » Les paroles de son fils pénétrèrent plus profondément que n'importe quel reproche de Teresa, toute humiliation financière ou perte matérielle. Un adolescent avait exprimé la vérité que Diego refusait d'accepter. Manuel ne cherchait pas vengeance.
il agissait avec justice. Grand-père nous a dit autre chose. Nous devrons choisir si nous voulons maintenir une relation avec lui ou avec toi, parce qu'il ne sera plus jamais au même endroit que toi. Qu'avez-vous décidé ? Nous lui avons dit que ce n'était pas juste de nous obliger à choisir. Nous t'aimons toi et lui malgré les problèmes. Comment a-t-il réagi ? Ses yeux se sont remplis de larmes. Ensuite, il nous a proposé de nous voir les mercredis après-midi et les dimanches matins, sans parler de toi ni de lui, en compartiments séparés. Diego ressentit à la fois soulagement et tristesse. Son père avait trouvé le moyen de maintenir une relation avec ses petits-enfants sans trahir sa décision de rompre les liens avec lui. « Vous avez accepté ? » ?»« Oui, mais papa est très étrange. C'est comme avoir... Je regrette de vous avoir mis dans cette situation. Vas-tu essayer de te réconcilier avec lui ? Je ne peux pas, Javier. Ton grand-père a clairement dit qu'il ne voulait plus rien savoir de moi. Tu n'essaieras même pas ? Comment pourrais-je, s'il ne me permet même pas de m'approcher ? Je ne sais pas, papa. Mais grand-père dit toujours que les problèmes difficiles nécessitent des solutions créatives. Après avoir raccroché, Diego reste. Ses enfants avaient réussi à maintenir une relation avec leur grand-père, mais au prix de séparer leur vie, tout cela à cause d'un moment d'arrogance. Le plus frappant était la maturité des enfants face à sa propre immaturité de 42 ans. En parcourant Madrid à la recherche d'un emploi, Diego comprit quelque chose d'essentiel. Il ne s'agissait pas seulement de récupérer ce qui avait été perdu. Retrouver un travail, une maison ou une voiture était bien plus facile que regagner le respect d'un homme trahi, surtout si cet homme était son propre père, avec toutes les raisons du monde de ne pas lui accorder une seconde chance. 2 semaines après l'effondrement, Diego avait presque épuisé toutes ses ressources financières. Les 100 € qui lui restaient après avoir payé l'hôtel étaient partis dans la nourriture et les Son CV, qui auparavant ouvrait des portes grâce à son nom et ses contacts, était désormais systématiquement refusé. Dans l'industrie fermée de la construction à Madrid, où tout le monde se connaissait, la nouvelle de son conflit avec Manuel Ortega s'était rapidement répandue. « Je suis désolé, monsieur Ortega, mais il n'y a pas de poste vacant. » lui répétait-il dans chaque bureau, avec des sourires polis. Personne n'était prêt à embaucher le fils qui avait trahi Manuel Ortega. Le 4e jour de janvier, sans argent pour payer même une auberge, Diego fut obligé de mettre de côté sa fierté d'une manière qu'il n'avait jamais imaginée. Il se rendit dans une entreprise de nettoyage industriel en périphérie de Madrid et demanda un emploi. « Avez-vous de l'expérience en nettoyage ?» demanda Remedios Sanchez. « Non, mais j'apprends vite et j'ai un besoin urgent de travailler. »« Pourquoi quelqu'un avec ton profil professionnel voudrait-il ce travail ?» ajouta-t-elle. Diego répondit avec un mélange de vérité et de discrétion. Il avait eu des différends irréconciliables avec son Remedio l'observa attentivement. C'était une femme qui avait construit sa petite entreprise à partir de rien et savait reconnaître la détresse et l'humilité sincère lorsqu'elle les voyait. Le travail est dur, les horaires longs et le salaire est de 100 € par mois, de 22 heures à 6 heures du matin. Es-tu sûr de pouvoir le faire ? Oui, complètement sûr. Je peux commencer demain. Diego n'arriva jamais en retard, pas un seul jour. Cette première nuit, il travailla à nettoyer les bureaux jusqu'à l'aube. Ses mains, habituées à signer des contrats millionnaires, manipulaient désormais des balais et des produits chimiques. Les costumes de créateurs avaient été remplacés par l'uniforme bleu de Limpiezas Remedios SL. Pendant ces premières semaines, l'humilité forcée de nettoyer les toilettes et de vider les poubelles le fit réfléchir sur des concepts qu'il avait toujours tenus pour acquis. La dignité, le travail honnête, la valeur de l'effort. Ses collègues étaient des immigrés, des mères célibataires, des étudiants finançant leurs études. Aucun ne connaissait son passé. Pour la première fois depuis des années, Diego n'était pas jugé sur son nom ou ses relations, mais sur sa disposition à travailler. « D'où viens-tu, Diego ?» demanda Miguel, un collègue équatorien, pendant la pause de minuit. « De Madrid. Et que faisais-tu avant ?»« Je travaille. » Ce n'était pas un mensonge, mais pas toute la vérité non plus. Diego avait appris à gérer les conversations sans révéler tout son passé.
Entre-temps, grâce aux rencontres contrôlées avec ses enfants, il se tenait au courant indirectement de la nouvelle réalité de son père. Javier et Isabelle lui racontaient des détails sur leur grand-père qui révélaient un changement dans le monde des affaires. « Grand-père Manuel a un nouveau partenaire », dit un jour Isabelle. « Maintenant, ils travaillent ensemble sur de grands projets. Maman dit qu'ils vont construire des immeubles très hauts. » L'ironie était douloureuse. Son beau-père, qu'il avait tenté d'impressionner en humiliant Manuel, était maintenant son partenaire commercial. L'alliance que Diego avait tenté de forcer s'était réalisée, mais sans lui. « Il se voit ?» demanda-t-il en essayant de paraître détendu. « Presque tous les jours. Ils rient beaucoup en parlant de leur projet. » Diego raccrocha avec un sentiment de solitude plus profond que jamais. Non seulement il avait perdu son père, mais, sans le vouloir, il avait favorisé une amitié et un partenariat commercial entre Manuel et Antonio. Quelque chose qui ne serait probablement jamais. Un mois après avoir commencé à travailler dans le nettoyage, Diego avait établi une routine lui apportant une certaine stabilité, bien que minimale. Il partageait une chambre dans un appartement étudiant à Lavapié, payant 400 € par mois. Ses dépenses se limitaient à l'alimentation de base, au transport public et aux appels à ses enfants. La transformation physique était évidente. Il avait perdu du poids. Ses vêtements étaient simples, pratiques et économiques. Ses mains, autrefois douces à force de travail de bureau, étaient maintenant calleuses à force de manipuler les outils, mais la transformation mentale et émotionnelle était encore plus profonde. Tout perdre obligea Diego à repenser ce que signifiait réellement la valeur et la dignité personnelle. Pour la première fois dans sa vie d'adulte, il dépendait uniquement de ses propres efforts. Une nuit, alors qu'il nettoyait les bureaux de la Torre Picasso, il s'arrêta devant une fenêtre, offrant une vue panoramique de Madrid. La ville brillait devant lui, pleine de vie, d'opportunités et de rêves. Il se rappela les fois où il avait contemplé des vues similaires depuis son ancien bureau exécutif, convaincu que son succès. Il comprit maintenant qu'une grande partie de ce succès avait été le fruit de privilèges hérités et d'opportunités qui lui avaient été offertes. Chaque euro qu'il gagnait désormais provenait de son travail réel. Pour la première fois depuis la nuit de Noël, il commença à ressentir un début d'espoir, non pas pour retrouver sa vie passée, mais pour construire quelque chose de nouveau et d'authentique, quelque chose qui pourrait même rendre fier un homme comme Manuel Ortega, même s'il ne pouvait plus le voir. Mars était arrivé avec la promesse du printemps et Diego. Sa vie s'était organisée en une routine simple mais digne. Travailler la nuit, dormir le matin, chercher des opportunités professionnelles l'après-midi et maintenir un contact régulier avec ses enfants via des appels soigneusement programmés. C'est lors d'un de ces après-midi de recherche d'emploi que sa perception, après une entrevue infructueuse dans une entreprise de rénovation légère, il décida de marcher dans le parc du Retiro pour se vider l'esprit avant de retourner à sa chambre partagée. L'air frais et les premières pousses vertes des arbres alors qu'il se promenait sur l'allée des statues, il resta paralysé en voyant une scène près du bassin. Manuel et Antonio discutaient vivement, assis sur un banc avec des plans architecturaux étalés sur une table pliante. Les deux hommes semblaient détendus, souriant, profitant de leur collaboration professionnelle. Ce qui frappa le plus Diego, ce n'était pas de les voir ensemble. Manuel semblait rajeuni, plein d'énergie et de vitalité, avec des gestes animés tout en pointant des détails sur les plans et des yeux brillants d'enthousiasme authentique. Depuis sa cachette parmi un groupe de touristes, Diego entendit des fragments de leur conversation. La structure principale peut supporter 2 étages supplémentaires sans problème, disait Manuel en traçant. Ton expérience dans les fondations profondes est exactement ce dont nous avions besoin. Antonio, travailler avec toi a été l'une des meilleures décisions de ma carrière. Nous aurions dû le faire il y a des années. Je suis totalement d'accord. Je crois que ce partenariat sera beaucoup plus réussi que nous ne l'imaginions. Diego ressentit un mélange de douleur et de reconnaissance. Son père n'avait pas seulement trouvé un partenaire commercial. La camaraderie entre eux était évidente et naturelle.
Le plus douloureux pour Diego fut de comprendre que son père semblait plus heureux et épanoui que depuis des années. La perte de son fils ne l'avait pas détruit, mais lui avait permis de créer des relations plus authentiques et satisfaisantes. En observant, il se rappela les paroles d'Antonio quelques semaines plus tôt. Manuel Ortega, il comprenait maintenant leur sens complet. Il ne s'agissait pas seulement de concurrence ou de convenance économique, mais de respect mutuel entre hommes intègres. « Comment vont les petits-enfants » demanda Antonio en roulant un plan. Javier et Isabelle sont extraordinaires, intelligents, résilients et matures pour leur âge. Ils ont géré toute cette situation familiale avec une sagesse qui me surprend. C'est le fruit de l'éducation. Ils ne sont pas responsables des décisions de leur père. Diego sentit les larmes lui piquer les yeux. Son père continuait à prendre soin et à aimer ses petits-enfants tout en restant ferme à son égard. « Tu n'as jamais envie de te réconcilier avec Diego ?» demanda Antonio avec une sincère curiosité. Manuel resta silencieux un long moment, observant les eaux calmes de l'étang. « Antonio, je pensais avoir formé un homme avec des valeurs, des principes et du respect pour la famille. La nuit de Noël, j'ai réalisé que je m'étais complètement trompé. Les gens peuvent changer, Manuel, mais le vrai changement exige de réelles conséquences. Si je le pardonne facilement, qu'apprend-il? Quel exemple mes petits-enfants auront-ils de ce qui est un comportement acceptable? Il ne s'agit pas de le punir éternellement, mais qu'il comprenne la valeur de ce qu'il a brisé. Peut-être qu'un jour, il montrera qu'il a vraiment appris, mais ce jour n'est pas encore arrivé. Diego quitta le parc sans être vu, mais les paroles de son père résonnèrent dans son esprit pendant des jours. Manuel n'agissait pas avec rigidité. Cette nuit-là, en nettoyant des bureaux dans le quartier financier, Diego réfléchit à ce qu'il avait entendu. Son père cherchait des preuves d'un véritable changement, pas de simples excuses désespérées ou de supplications émotionnelles. Il se demanda: ai-je vraiment grandi ou suis-je simplement en train de survivre jusqu'à ce que je retrouve mon ancien statut? Au cours des semaines suivantes, Diego apprenait-il l'humilité véritable ou espérait-il simplement que la tempête passe? La réponse le dérangea. Une part de lui espérait encore secrètement que son père cède et le pardonne, lui rendant une version de sa vie passée. Mais la conversation dans le parc lui fit comprendre quelque chose de crucial. Manuel avait avancé. Il ne s'attendait pas à ce que Diego revienne. Si Diego voulait une réconciliation future, il devrait démontrer un vrai changement, pas seulement subir des conséquences temporaires. Et cela exigerait bien plus d'efforts et de croissance personnelle qu'il n'aurait imaginé. La véritable question n'était plus de savoir quand son père le pardonnerait, mais quand lui-même deviendrait quelqu'un digne de ce pardon. Cette prise de conscience marqua le début d'une phase totalement différente. Décembre revint à Madrid avec son froid caractéristique et ses lumières de Noël, marquant exactement 1 an depuis la nuit qui avait détruit la vie de Diego. Après son service de nettoyage nocturne, il marchait dans les rues illuminées et s'arrêtait devant des vitrines décorées de scènes familiales heureuses, lui rappelant douloureusement ce qu'il avait perdu. Il n'était plus l'homme arrogant et privilégié qui avait humilié son père. Le travail physique, les difficultés économiques et la solitude forcée avaient façonné une version complètement différente de lui-même. Ses mains calleuses, ses vêtements simples et son visage buriné, Remedios, sa superviseure dans l'entreprise de nettoyage, avait remarqué son évolution et lui avait offert de nouvelles responsabilités. « Diego, je veux que tu coordonnes l'équipe de nuit pour le nouveau contrat au Turquie », lui dit-elle la semaine précédente. « Ton travail a été impeccable toute l'année et les clients ont expressément demandé que tu sois affecté à leurs installations. » L'augmentation salariale à 18 € par mois lui permit de Il n'était pas luxueux, mais représentait la dignité. Il acheta des meubles d'occasion, décora modestement les murs avec des photos de ses enfants et créa un foyer humble mais authentique. Ses appels hebdomadaires avec Javier et Isabelle étaient devenus le moment le plus précieux de sa vie.
Les enfants avaient grandi et leur conversation monte. « Papa, est-ce que tu vas vraiment bien ?» demanda Isabelle lors de son dernier appel téléphonique. « Papa, ta voix sonne différente, plus calme », commenta sa fille de 13 ans. « Calme. » Oui, c'était vrai. Avant, Diego semblait toujours courir vers quelque chose d'important. Maintenant, il semblait être exactement là où il devait être. Pour la première fois depuis des décennies, il ne poursuivait pas constamment le prochain succès, promotion ou acquisition matérielle. « Penses-tu qu'un jour tu parleras avec grand-père Manuel ?» demanda Isabelle. « Je ne sais pas », répondit Diego après avoir réfléchi avec soin. « Cela dépend. Je voudrais qu'il sache que j'ai changé. Non pas pour récupérer ce qui a été perdu, mais pour montrer que j'ai enfin compris les leçons qu'il a toujours voulu m'enseigner. » À la veille de Noël, alors qu'il accomplissait son service habituel, en nettoyant l'étage exécutif de l'un des gratte-ciel les plus prestigieux de Madrid, Diego s'arrêta devant les larges vitres. Un an auparavant, il avait profité de luxe, de dîners familiaux et de conforts infinis, mais il se sentait vide, dépendant de la validation externe et dépourvu de but authentique. Maintenant, seul dans un bureau vide à 3 heures du matin, avec un salaire modeste et vivant dans un petit appartement, il ressentait une paix intérieure inconnue pendant ces années de privilèges. Son téléphone vibra avec un message de Javier. « Papa », le cœur de Diego s'accéléra. C'était le premier signe en 12 mois que son père avait mentionné son existence. Il répondit immédiatement. Qu'a-t-il demandé? S'il savait comment tu allais, si tu avais du travail et un endroit où vivre. Nous lui avons dit que tu semblais aller bien, mais que nous n'avions pas de détails, car tu ne voulais pas nous inquiéter. Et comment a-t-il réagi? Il est resté silencieux longtemps. Puis il a dit, Diego relut le message plusieurs fois. Ce n'était ni un pardon, ni une invitation au retour, mais pas non plus une indifférence totale. C'était un espoir prudent. Cette nuit-là, après son service, il se rendit à l'église de San Jerónimo El Real, ouverte pour les offices de Noël. Il n'avait jamais été particulièrement religieux, mais la réflexion et la solitude. Il s'assit sur un banc, contemplant l'autel illuminé, et pour la première fois depuis ce fatidique Noël, il ressentit une gratitude sincère. Il n'avait pas retrouvé sa fortune, son statut, son mariage, ni ses relations familiales, mais il avait découvert quelque chose qu'il ignorait avoir perdu, un véritable respect de soi. L'homme qui avait humilié son père avait été... Maintenant, en nettoyant des bureaux la nuit, il avait perdu des possessions, mais gagné en dignité personnelle. En sortant de l'église à l'aube, Diego prit une décision qu'il avait mûrie pendant des semaines. Il ne contacterait pas directement son père. Ce ne serait pas une demande de pardon ni une supplication de réconciliation, mais une expression de gratitude, de reconnaissance de la justice des conséquences reçues et un témoignage de sa croissance personnelle. C'était une étape nécessaire pour compléter sa transformation intérieure, car il avait compris que la véritable maturité ne consiste pas à obtenir ce que l'on désire. Pour la première fois, Diego se sentait fier de celui qu'il était en train de devenir. La lettre, rédigée aux premières heures du jour de Noël, devint le document le plus important de sa vie. Elle n'était pas impulsive. Elle résultait de jours de réflexion, de multiples brouillons et du non. Il s'assit à la petite table de son appartement à Carabanchel, entouré par le silence de Noël du quartier, avec une tasse de café bon marché et du papier simple acheté au coin de la rue. « Cher papa », commença-t-il, puis ratura ses mots. « Après 12 mois, je n'ai plus droit à cette familiarité. » Finalement, il écrivit « Cher Manuel, je sais que je n'ai pas le droit de m'adresser à toi et Cette lettre ne cherche ni réponse ni réconciliation. J'ai simplement besoin de t'exprimer certaines choses que j'ai apprises au cours de cette année qui a changé ma vie pour toujours. » Pendant 4 heures, Diego consigna non pas ses souffrances, mais son processus de croissance intérieure. Il décrivit son travail de nuit comme une leçon de dignité professionnelle. Son appartement modeste pendant 42 ans.
Il avait cru mériter tout par le simple fait d'être ton fils. Maintenant, il comprenait que rien ne se gagne par naissance. Le respect se conquiert par les actes, non par les noms. La dignité se construit par le caractère, non par les comptes bancaires. Il raconta comment, en observant de loin la société commerciale de son père avec Antonio, il avait compris que Manuel avait trouvé la... Te voir travailler avec Antonio m'a appris quelque chose de fondamental. Tu n'avais pas besoin d'un fils directeur exécutif. Tu avais besoin d'un associé qui te respecte. Je n'ai jamais été capable d'être ce type de personne parce que j'étais trop occupé à me sentir en droit de tout recevoir sans avoir réellement contribué. La partie la plus difficile en écrivant la lettre fut d'admettre pleinement ce que j'avais fait cette nuit de Noël. T'avoir poussé au sol devant tes petits-enfants fut l'acte le plus lâche et cruel de ma vie. Ce n'était pas une erreur, mais une décision consciente de privilégier mon image sociale sur ta dignité. C'était une trahison pure, et je méritais les conséquences que j'ai reçues. Diego écrivit aussi sur ses enfants, sur la manière dont, pendant ces 12 mois, il avait appris à apprécier leurs appels hebdomadaires. Javier et Isabelle lui avaient enseigné plus sur la maturité émotionnelle en 1 an que lui, en toute son enfance. Leur capacité à maintenir l'amour pour lui, malgré son comportement destructeur, reflétait l'éducation que Manuel leur avait donnée pendant des années. Alors que Diego était à la fin de la lettre, Diego aborda l'avenir sans supplier ni créer d'attente. Il ne cherchait pas le pardon, car il savait que celui-ci se gagne par des années de conduite constante, pas par des mots sur du papier. Il n'espérait pas non plus que la décision sur la relation change. Il la respectait pleinement, comprenant qu'elle était juste et nécessaire. Il écrivait pour montrer à 43 ans, il se sentait fier de celui qu'il devenait, travaillant honnêtement, vivant modestement, aimant sincèrement ses enfants et respectant profondément ceux qui l'entouraient. La conclusion de la lettre fut la partie qui lui prit le plus de temps à perfectionner. Si jamais ils ne se parlaient plus, il voulait que Manuel sache qu'il était devenu une meilleure personne grâce. C'était un cadeau plus précieux que n'importe quel héritage matériel. La possibilité de découvrir sa propre valeur, indépendante des réussites et de la générosité de son père. Il remercia Manuel d'avoir été le père dont il avait besoin sans le savoir. Assez fort pour le laisser tomber, assez sage pour protéger ses enfants de ses erreurs. Avec un profond respect et un amour éternel, Diego ferma la lettre, la conserva pendant 1 semaine en la relisant chaque soir pour s'assurer que chaque mot reflétait ses sentiments authentiques. Enfin, le 2 janvier, il l'envoya par courrier recommandé. 3 semaines plus tard, il reçut la réponse, une feuille avec l'écriture familière de son père. Diego, j'ai reçu ta lettre et l'ai lue plusieurs fois. Je suis heureux de savoir que cette croissance est exactement ce que j'espérais. Je ne suis pas prêt à reprendre une relation personnelle et peut-être que je ne le serai jamais. Mais je veux que tu saches que je suis fier de l'homme que tu choisis de devenir. Continue sur ce chemin. Manuel. Diego conserva cette réponse comme son trésor le plus précieux. Ce n'était pas une réconciliation, mais une reconnaissance. Pour la première fois depuis cette nuit de Noël, il ressentit une paix complète. Il apprit que certaines relations ne peuvent pas être réparées, mais que la croissance personnelle est toujours possible. Il découvrit que l'approbation la plus importante est celle de soi-même, et que la véritable dignité vient de vivre avec des principes. Son père lui avait donné la leçon la plus précieuse de sa vie, en lui permettant de faire face aux conséquences de ses actes.